Bonjour. Alors aujourd'hui, avant de commencer, je voudrais féliciter tous ceux qui ont eu l'agrégation interne et l'agrégation interne privée, quoi, le KR, parce que les résultats sont tombés hier. Alors, je voudrais d'abord féliciter ceux qui l'ont fait dans des conditions un peu difficiles. C'est déjà un concours difficile. D'abord parce qu'il y a peu de place, ensuite parce qu'on le passe à un moment de sa vie où on a d'autres choses à faire. Il y a des gens qui le font avec une charge de travail à côté, avec une vie de famille, etc. Et on se rend bien compte des difficultés que ça représente. Et il y a aussi les gens qui se retrouvent, bah oui, parce qu'en France, comme il y a des déserts médicaux, il y a aussi des déserts universitaires. Il n'y a pas des universités implantées partout. Et on a des gens qui se sont aidés des vidéos comme celle que je présente, pas que la mienne évidemment, parce que heureusement il y en a d'autres, et qui l'ont eu grâce en suivant les choses à distance, ce qui est quand même déjà un challenge supplémentaire, parce que bon, on sait que rien ne remplace la présence physique, hein, le confinement nous l'a prouvé maintes et maintes fois. Donc, félicitations. Alors, en particulier, des gens qui m'ont, comme Osven Lafitte, hein, qui a été troisième en vivant Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est quand même assez extraordinaire, donc bravo à toi. Thomas Doré aussi, qui a réussi l'agrégation interne en suivant des vidéos. Et puis, surtout, je vais féliciter les Lyonnais. Lyonnais au sens large, parce qu'il y avait tout le monde n'était pas vraiment de Lyon dans la prépa. Oui, on a formé avec l'équipe de préparationnaires de Lyon et l'équipe des agrégatifs une super team qui a donné de beaux résultats avec de jolies classes. D'ailleurs, hier, on a réussi à fêter ça dignement. Voilà, donc maintenant on va plutôt passer à l'agrégation externe. Donc ce que je vais présenter pendant le mois qui suit de préparation à l'oral de l'externe, plutôt justement pour la préparation de cet oral, comme par exemple le thème du jour, sur les sous-groupes finis de GL2 R et de GL2 Z, qui se placent plutôt bien dans les leçons d'algèbre et de géométrie de l'oral d'agrégation externe. Alors donc voilà, on veut connaître les sous-groupes finis de GL2. Alors pour ce qui est des sous-groupes finis de GL2-2C, c'est quelque chose de complètement à part, que je pourrais en dire quelques mots à la fin, mais c'est vraiment une étude à part. En revanche, pour GL2 de R et GL2 de Z, eh bien, on va en discuter. Et vous allez voir que c'est une somme de belles idées. C'est plus que des astuces, c'est vraiment on peut dire des astuces, mais c'est quand même des belles idées qui ornent le chemin de la preuve. Alors, regardez le premier théorème sur les sous-groupes finis. Attention, finis, c'est important, de GL2 de R. Tout sous-groupe fini G de GL2 de R est isomorphe à Z sur NZ ou au groupe diédral DN. Juste, je rappelle que bon, Z sur NZ, il n'est pas à présenter, c'est le groupe cyclique. Mais ici, DN, eh bien, c'est le groupe qui va être constitué de, comme vous pouvez voir ici, 2 N éléments. Il y a E, bon, l'élément neutre, une rotation d'ordre N, donc c'est une rotation du plan, on est dans GL2 de R, le plan réel, donc qui est d'ordre N, donc toutes les rotations. Alors maintenant, on va prendre une symétrie orthogonale, et puis on va regarder la classe de cette symétrie S, par rapport à ce sous-groupe qui, vous vous en doutez, est cyclique isomorphe à Z sur NZ. Voilà, on a cette classe-là. Et ça va être les symétries de DN. Voilà. Alors,
entre parenthèses, Dn, on peut le voir comme le groupe des isométries du n-gone régulier. Donc là, on a un n-gone, et là, on va avoir toutes les rotations du n-gone régulier. Et ici, on va avoir les n-symétries qui correspondent aux n axes de symétrie du n-gone régulier. Et là, il y a une petite différence, si n est pair ou n est impair, on n'a pas le même type d'axe de symétrie. Si n est impair, on a des médianes, c'est-à-dire qui passent par un sommet du n-gone et le milieu de l'arête qui est en face. Et quand n est pair, eh bien, on a deux types d'axes de symétrie. On a des diagonales et on a ce que je vais appeler une diagonale, c'est ce qui va relier, la droite qui va relier un sommet et le sommet opposé, et des bimédianes, c'est-à-dire qui va relier la droite qui va relier les milieux d'arêtes opposées. Voilà la petite histoire de Dn. Au niveau du calcul, on a R puissance n qui vaut E, S au carré qui vaut E, évidemment, c'est une symétrie, et SR, S-1, donc le conjugué par S de la rotation R, c'est R-1. Et grâce juste à ceci, vous pouvez faire tous les calculs que vous voulez pour multiplier deux éléments de Dn. Voilà donc pour la présentation du groupe Dn, j'en dirai pas plus. Alors là maintenant, on va montrer ce théorème, et il est en plusieurs étapes, je dirais au moins 3 étapes. Alors d'abord l'astuce unitaire, ce que les anglophones appellent the unitary trick, c'est le terme consacré. C'est plus compliqué que ça. C'est que G est conjugué à un sous-groupe de O2 de R. Bon, on peut se ramener à un sous-groupe de O2 de R, ça c'est quand même assez intéressant. Parce que là, dans O2 de R, c'est un groupe qu'on connaît mieux, on va voir ensuite. Alors, regardez, R2, donc G est un sous-groupe de GL2 de R, R2, il est muni, on va le munir de son produit scalaire canonique, d'accord, qu'on connaît, et maintenant, on va mettre sur R2 un nouveau produit scalaire. Regardez, pour X dans R2, Y dans R2, on va regarder X, Y, G, donc ça va être ça la définition de notre forme, c'est la somme des G de X, G de Y, donc là c'est le produit scalaire pour le produit scalaire canonique, quand G parcourt tout grand G. Et comme grand G est fini, eh ben, on peut le faire. Alors, je vous laisse vous convaincre que c'est linéaire à gauche, évidemment, linéaire à droite, évidemment, symétrique, évidemment, parce que cette forme-là est symétrique, mais aussi, c'est positif, et défini positif. Parce que, d'abord, c'est positif, parce que quand on va faire XX, ça va être une somme de G de X, G de X, donc des choses toutes positives, et défini, parce que si en plus c'est nul, eh bien, ça veut dire qu'on a une somme d'éléments positifs qui sont nuls, donc tous ces éléments sont nuls, et comme tous ces éléments sont nuls, on en déduit que x est égal à 0. Que d'abord g de x est égal à 0, et ensuite x est égal à 0. Donc c'est un produit scalaire, ou si vous préférez, une forme binaire symétrique définie positive sur un espace réel. Alors, on peut se demander pourquoi on fait ça. Vous vous en doutez, on fait ce qu'on appelle une moyenne. Bon, on aurait pu diviser par le cardinal de G. Bon, ça n'apporte rien de diviser par le cardinal de G, à part des raisons, on va dire, morales et esthétiques. Mais bon, on peut le faire. Bon, globalement, c'est toujours les mêmes idées pour les groupes finis de faire des moyennes. Et on va avoir que pour cette forme, tous les éléments H de G, pour toute tâche petit h de G, on va avoir Hx, Hy, pour cette forme-là, est égal à Xy. Alors pourquoi? Parce qu'on regarde la définition, ça veut dire que là maintenant je remplace X et Y par H de X et H de Y, voilà, ce qui nous fait GH de X, GH de Y, avec la forme canonique ici, mais je peux remplacer GH par K, ici j'ai K de X, K de Y, et par un changement de variable, parce que l'application qui a G donne GH est bijective,
eh bien, je peux dire que K parcourt G. Donc ici, je retrouve exactement la même forme grâce à ce changement de variable, et j'ai x, y, g. Donc ça, c'est une astuce classique, hein, vraiment l'astuce unitaire. Hein. Et ici, qu'est-ce que ça nous fait? Eh bien, j'interprète d'abord le fait qu'on a un produit scalaire, c'est-à-dire que avec les coordonnées, si je regarde x, et là c'est les vecteurs colonnes hein, qui correspondent aux coordonnées, dans la base canonique, hein, 2, 1, 2, x, y, g va s'écrire grand X transposé A grand Y, avec A une matrice symétrique. Mais ce n'est pas n'importe quelle matrice symétrique ici, c'est une matrice symétrique d'un produit scalaire, c'est-à-dire, comme c'est un produit scalaire, c'est défini positif, et donc il existe une base orthonormée. Hein, donc, je ne veux pas vous répéter Gram-Schmidt, l'existence d'une base orthonormée, ou carrément Sylvester, hein, qui nous donne, qui est un théorème plus général, moins constructif, mais plus général. Ce qui veut dire que on a A qui est congruente à l'identité d'une base orthonormée, ça veut dire qu'on est l'existence d'une base orthonormée, c'est que la matrice A est congruente à l'identité, avec ici une matrice de passage hein, qui est inversible réelle. Donc A est égal à P transposé P. Bon, j'ai mis l'identité entre parenthèses ici. Bon, alors voilà, j'ai interprété le produit scalaire. Maintenant, je vais interpréter cette égalité-là. Qu'est-ce qu'on a? On va avoir, donc si j'écris matriciellement, donc petit h qui était dans G, je vais l'écrire grand H quand je le multiplie par des vecteurs colonnes. Cette égalité-là, ceci égale ça, ça s'exprime en disant que hx transposé à hy est égal à x transposé à y. Ceci, maintenant, vous pouvez le mettre sous la forme x transposé de h à h, y. Et j'utilise l'associativité de la multiplication matricielle. Alors ça, c'est assez classique de savoir que ici, vous avez deux formes bilinéaires associées à deux matrices, A et H transposé à H. Étant donné que les deux formes bilinéaires sont égales, ça veut dire que les deux matrices sont égales. Voilà, une forme bilinéaire a une seule matrice dans la base canonique. Donc ça veut dire que H transposé à H est égal à A. Et maintenant, je vais dégainer ma formule précédente. Ici, A est égal à P transposé P. Avec de l'associativité, ça fait PH transposé fois PH est égal à P transposé P. Ce qui donne facilement, en multipliant par P transposé moins 1 à gauche et par P moins 1 à droite, cette formule-là, voilà, qui prouve que PHP moins 1 est une matrice orthogonale. Donc, j'ai une matrice P bien définie, telle que pour tout H dans G, PHP-1 est dans le groupe orthogonal. C'est exactement ce qu'on voulait montrer et la première étape de l'astuce unitaire est terminée. Donc, il faut bien y penser à cette astuce avec les sous-groupes finis, elle est extrêmement classique. Donc maintenant, on va se ramener au cas où G, grâce par conjugaison, on se ramène au cas où G est un sous-groupe de O2. Bon, eh bien, dans ce cas-là, pourquoi on est content d'être dans O2? Parce que O2, on le connaît bien. On sait qu'il a un sous-groupe d'indice 2 qui est très praticable, c'est SO2. Et pourquoi il est très praticable? Parce qu'il est commutatif, il a un grand sous-groupe commutatif, voilà. Et bon, il est constitué de rotations. C'est finalement les angles, quoi. C'est l'addition des angles, donc c'est quelque chose de commutatif. Et en plus, SO2 est d'indice 2 dans O2. Pourquoi? Parce qu'on a le déterminant qui va de O2 dans 1 moins 1, voilà, et son noyau, donc il est surjectif évidemment, et son noyau c'est SO2. Voilà, donc on a quelque chose d'indice 2. Ce qui va signifier que G inter SO2 va être d'indice soit 1, soit 2 dans G. Alors
Alors ça, c'est fort, parce qu'on va avoir quelque chose de très praticable et de très gros dans G. Alors, allons-y pour la preuve de ça. C'est aussi quelque chose qu'il faut vraiment savoir faire. Hein. On envoie G dans O2, bah c'est ce qu'on appelle l'injection canonique, hein, que je vais appeler iota. Hein. Ça, c'est l'injection canonique. Bon, qui a une matrice de G, on voit la même matrice, mais on la voit juste dans O2, dans le groupe O2. Bon, c'est un morphisme de groupe. Et maintenant, on quotiente O2 par SO2, et ça, c'est isomorphe à 1-1. Ça, c'est indice 2. Donc ici, c'est le déterminant qui fait le travail d'isomorphisme, ici, hein, parce qu'on regarde le déterminant, on a soit 1, soit -1, et le noyau du déterminant, c'est SO2. Donc ici, on a quelque chose de surjectif ici, mais d'injectif là, donc on ne peut rien dire globalement là-dessus. Mais ce qu'on peut dire, c'est quel est son noyau. Quand on regarde bon, on va appeler ça pi, hein, quand on va regarder la composition pi rho iota, eh bien, on peut regarder quel est son noyau. Ben, c'est les éléments qui vont vers 1, donc ça veut dire que c'est les éléments de G, eh ben, qui sont aussi dans SO2. Hein, voilà. Donc c'est G inter SO2, et donc on quotiente par le noyau, G quotienté par G inter SO2, maintenant, comme on a quotienté par le noyau, ben, ça va s'injecter là-dedans. Donc on a un groupe ici, qui est bien, c'est bien un groupe, hein, parce que là j'ai quotienté par un noyau, donc par un sous-groupe distingué, donc c'est bien un groupe, qui s'injecte hein, dans un groupe à 2 éléments. Ce qui veut dire qu'il possède soit un élément, soit 2 éléments. Hein. Donc ça veut dire que G inter SO2 est d'indice 1 ou 2 dans G. Alors si G inter SO2 est d'indice 1, ça veut dire que G est inclus dans SO2, évidemment, et sinon, ça veut dire qu'il est d'indice 1. Et maintenant, on va attaquer le dernier tournant pour ce théorème. Alors maintenant, on conclut pour le théorème 1. Hein. Donc si G inter SO2 est d'indice 1, ce qui veut dire que G est inclus dans SO2, alors SO2, c'est le groupe des rotations, il s'injecte dans ces étoiles, le groupe multiplicatif, c'est étoile. Hein. Bah oui, parce qu'une rotation d'angle θ, on lui associe exponentielle de iθ, et on voit bien que ça, c'est un morphisme, d'accord, un morphisme injectif, évidemment. Alors, qu'est-ce que ça fait d'avoir un G fini dans ces étoiles? Eh bien, tout sous-groupe fini de ces étoiles, on sait que c'est cyclique, parce que tout sous-groupe fini d'un corps est cyclique. Ça, c'est un théorème bien connu. Donc, ce qui veut dire qu'on va avoir un groupe cyclique ici, dans ce cas-là, d'ordre n. Donc, on est dans cette situation. Maintenant, s'il est d'indice 2, hein, alors ça veut dire qu'on va avoir un sous-groupe ici fini, donc d'ordre n, G inter SO2, pour les mêmes raisons qu'ici, et il est d'indice 2, ça veut dire que on va lui rajouter un élément S, donc qui forcément n'est pas là-dedans, et donc G, ça va être la réunion de G inter SO2 et de S fois G inter SO2, c'est ça d'être indice 2, et S, forcément, n'étant pas dans SO2, il est forcément dans O2-, donc O2-, ça veut dire que c'est juste une symétrie. Et avec une symétrie, vous allez avoir S2 égale E, bon, le Rn égale E ici, qui vient du Z sur NZ, et SR S-1 est égal à R-1. Voilà. Ça, c'est classique dans les relations entre les symétries et les rotations. Voilà, voilà ça boucle tout, hein. On a le groupe DN dans ce cas-là, et le groupe Z sur NZ dans ce cas-là. Alors maintenant, on va regarder le théorème 2. Tout sous-groupe fini G de GL2 de Z est isomorphe à Z sur NZ ou au groupe diédral DN, évidemment, parce que c'est un sous-groupe fini ici, mais avec n égale 1, 2, 3, 4 ou 6. Alors là, c'est encore un autre classique. Regardez, si G est fini dans GL2 de Z, G va posséder un sous-groupe d'indice 1 ou 2 qui va être cyclique. Pourquoi? Parce qu'on a vu, oui, puisque c'est un sous-groupe fini de GL2 de R en particulier, et là, on a toujours un sous-groupe cyclique, là et là, d'indice 2 ou 1. Voilà.
Alors maintenant, ça veut dire, donc je vais fixer le petit n ici, et soit, ça veut dire qu'il existe un G qui est d'ordre n. D'accord ? Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on doit regarder ses valeurs propres, bah, ces valeurs propres, comme G puissance n égale E, ces valeurs propres sont des racines énièmes de l'unité. On a cette valeur propre. Bon, l'autre valeur propre, étant donné que c'est une rotation G, bah, le déterminant c'est 1, l'autre valeur propre c'est oméga puissance moins 1. Et forcément, oméga est racine primitive énième de l'unité, parce que G est d'ordre n. Hein, voilà. Bon, normal que ce soit une racine de l'unité qui est d'ordre n, c'est-à-dire primitive. Alors maintenant, on regarde du côté du polynôme caractéristique de G, bah, il est unitaire, à coefficient dans Z, hein, d'après ceci, et il est de degré 2 d'après ceci. Donc maintenant, étant donné qu'il annule oméga racine primitive énième de l'unité, c'est classique que le polynôme minimal sur Q de oméga divise qui G, puisqu'il l'annule. Donc le polynôme minimal, c'est ça son boulot, c'est de diviser tout annulateur. Et donc ici, le polynôme minimal d'une racine primitive énième de l'unité sur Q, c'est phi n. Mais le problème, c'est qu'il est de degré 2, donc il faut que le degré de phi n soit inférieur à 2. Donc que phi de n, l'indicatrice de l'air, soit égale à 1 ou 2. Alors ça, c'est facile de voir que ça implique que n égale 1, 2, 3, 4 ou 6. Ça, c'est vraiment classique. Ça se fait en regardant la décomposition en nombre premier de n. Et donc, on a phi de n qui est égal au produit des pi indice i puissance ki moins 1, facteur de pi moins 1. Ça, c'est la formule de l'indicatrice, en tout cas une formule de l'indicatrice de l'air. Et donc, comme ça doit être inférieur ou égal à 2. Vous voyez que les PI doivent être forcément inférieurs à 3, hein, ici, et les KI forcément inférieurs à 2, ici. Bon, et après, avec un petit peu de cas par cas, un minimum de cas par cas, on se rend compte qu'on est obligé d'avoir uniquement ceci. Hein. Il faut encore élaguer après les arguments que je vous ai dit. Voilà, après on peut se demander, se poser des dernières questions. Est-ce que vraiment il existe? Parce que là, on a montré une application, mais réciproquement, si n égale 1, 2, 3, 4, 6, est-ce que ces sous-groupes existent? Ben oui, il suffit de prendre pour ces n-là la matrice compagnon de phi n, qui va bien être à coefficient dans Z, et inversible. Et puis, si on veut rajouter, pour obtenir le groupe diédral, on rajoute une matrice de symétrie, la plus simple possible, hein, qui va donner ça. Puis le groupe engendré par ces deux matrices, ça va vous donner le groupe diédral. Et ce groupe-là, ici, on va avoir Z sur NZ. Le groupe engendré par C phi n, ça va être Z sur NZ. Voilà, donc on les a tous assez facilement. Hein, voilà. Et donc, ça achève ce que je voulais vous raconter. On peut se poser des questions sur C, hein, quels sont les sous-groupes finis de GL2 de C. Alors là, ça devient beaucoup plus compliqué, hein, parce que, en fait, dans GL2 de C, il y a SU, déjà. Alors, on ferait exactement la même chose pour GL2 de C, c'est-à-dire on commence à se ramener au cas, non pas orthogonal, mais au cas unitaire. Et après, au cas spécial unitaire, comme on a fait exactement la même démarche. C'est-à-dire de dire, bon, voilà, hein, on commence à se ramener au cas unitaire par conjugaison, et puis après, le cas unitaire, ben, on est content parce qu'on a un sous-groupe qu'on connaît assez bien. Alors pourquoi on le connaît assez bien? Parce que SU2, ben, alors ça c'est quelque chose que vous trouverez par exemple dans le chapitre 7 de Histoire hédoniste. Vous avez SU2 quotienté par, ben, on va dire, identité et moins identité, qui est isomorphe, qu'on appelle PSU2, qui est isomorphe à SO3 de R. Alors ça veut dire qu'on va avoir déjà des tas de sous-groupes ici qui vont intervenir de SO3 de R avec l'identité moins l'identité. Donc ça va nous faire, donc on va avoir le groupe du tétraèdre, le groupe de l'icosaèdre, le groupe du cube et de l'octaèdre. Hein, voilà.
Donc on voit qu'on va avoir une famille un petit peu compliquée. Et bon, c'est lié au sous-groupe de SO3. Alors ça, c'est encore une autre histoire hein, qu'on peut trouver dans les histoires hédonistes, groupe de géométrie. Alors prenez plutôt les nouvelles histoires hédonistes, parce que c'est plus complet, c'est les dernières éditions. Très bien, voilà, on va s'arrêter là.